Hello les amis, c'est Gaëlle et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Âme-toi. Hello les amis, comment ça va aujourd'hui? De mon côté, ça va très très bien. Bon, je vais pas vous mentir, un petit peu fatiguée, ça va peut-être s'entendre dans ma voix aujourd'hui. J'ai eu un gros week-end assez intense sur Paris, donc c'était trop trop cool. Vraiment, j'ai passé un très très bon week-end, mais on n'a plus 20 ans, hein, surtout que j'ai fêté mon anniversaire du coup samedi, donc voilà. On va passer ce sujet. Voilà, je ne veux plus parler de l'âge que j'ai, je veux oublier l'âge que j'ai, ok. Mais blague à part, c'était un super bon week-end, mais du coup aujourd'hui je ressens encore un petit peu la fatigue, donc je suis assez contente de prendre ce petit moment, de me poser avec vous tranquillement pour discuter. C'est toujours le petit moment de pause, le petit moment calme, et voilà, ça me fait plaisir de partager ce moment avec vous. Aujourd'hui, le sujet que j'ai envie d'aborder, ça fait un moment que j'y pense et que j'ai pas forcément voulu l'aborder plus tôt, je vais vous expliquer pourquoi. Mais en gros, j'ai envie de parler du TDAH. Voilà, donc pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, le TDAH, c'est un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Pourquoi j'ai envie d'en parler? Parce que j'ai reçu pas mal de questions sur ce sujet déjà sur les réseaux sociaux depuis un petit moment. C'est un sujet que j'aborde peu. Je sais pas, peut-être parce que je l'ai pas forcément assumé depuis très longtemps et j'étais aussi beaucoup en questionnement sur ce sujet moi-même pendant un bon moment. Et aujourd'hui, je me sens un peu plus en phase pour pouvoir vous en parler parce que bien entendu, bon, si vous l'avez deviné, je souffre de ce trouble. Et je le dis, oui, effectivement, je souffre de ça parce que vraiment, c'est quelque chose qui est pas évidente. C'est pas une chose qui est évidente en fait au quotidien. Et j'ai envie d'en parler pourquoi? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se questionnent sur ce sujet-là, qui potentiellement en souffrent aussi et du coup le vivent mal. Donc j'ai envie d'apporter mon avis en fait là-dessus, mon expérience. Et je vais commencer avec un énorme disclaimer. Alors attention, je ne suis pas à même d'établir un diagnostic, donc je ne vais pas commencer à vous citer des caractéristiques entre guillemets qui veulent forcément dire que si tu as cette caractéristique, alors tu as un TDAH. Pas du tout. Le TDAH, c'est un vrai trouble, une vraie neuroatypie qui se fait diagnostiquer par un professionnel. Et donc, voilà, si vous pensez ben, souffrir de ce trouble-là, mon seul et unique conseil pour commencer, ça va être de consulter un professionnel qui va pouvoir vous accompagner dans ce diagnostic et qui va pouvoir le confirmer. Voilà, donc je tenais à commencer par ça parce que bah, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on voit passer beaucoup de sujets, en fait, beaucoup de contenu par rapport à ça. Et bah, malheureusement, peut-être des personnes qui s'auto-diagnostiquent un petit peu parce qu'elles oublient souvent leurs clés, ça y est, elles ont un TDAH. Enfin voilà, donc j'ai envie d'un petit peu démystifier tout ça, d'expliquer un peu plus concrètement, selon moi, ce que c'est puisque je le vis. Voilà. Voilà en gros le sujet dont on va parler aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai envie de parler du TDAH et pas juste du côté ben, je suis distrait ou je bouge beaucoup, mais j'ai envie de parler aussi de tout ce que ça implique au quotidien, dans la tête, dans le cœur, dans la vie sociale, parce que vraiment ça a un impact significatif. Enfin, en tout cas, je vais parler pour moi. Encore une fois, le but de cet épisode, il n'est pas forcément de parler de moi, mais là, forcément, j'ai pas envie de parler pour les autres parce que je sais qu'on vit tous les choses de manière différente. Et je vais vous parler bah, du coup de mon expérience, de comment je le vis, des impacts que ça a sur ma vie, toutes les questions que je me suis posées pendant longtemps avant d'établir le diagnostic et en fait qui m'ont permis de mettre des mots, en fait, de comprendre bah, comment je fonctionnais, etc. Enfin voilà, je vais vous parler de tout ça avec mon expérience
Et j'espère que ça pourra aussi vous aider un petit peu, soit à vous comprendre mieux si vous aussi vous souffrez de ce trouble-là, ou si vous vivez avec, vous avez dans votre entourage proche une personne qui souffre de ce trouble. Ça va vous permettre peut-être de mieux comprendre, voilà, j'espère en tout cas voilà, que dans cet épisode vous allez apprendre des choses. Donc en gros, pour résumer, le TDAH, c'est une neuroatypie. On va avoir les neuroatypiques, donc qui ont des troubles particuliers, c'est-à-dire que le cerveau fonctionne d'une manière différente. Et les neurotypiques, donc qui ont un fonctionnement, on va dire entre gros guillemets, du cerveau normal, donc qui ne souffrent pas de ce type de trouble. Donc dans les neuroatypies, on va avoir le TDAH bien sûr, mais on va avoir d'autres caractéristiques comme les HPI, le trouble du spectre autistique. Enfin voilà, il va y avoir plein de troubles différents. Et moi aujourd'hui dans cet épisode, je vais me concentrer bien entendu sur le TDAH parce que c'est un sujet que je connais. Il y a d'autres personnes qui seront beaucoup plus à même que moi de parler des autres troubles qui existent dans la neuroatypie. Et moi, je vais me concentrer du coup sur le TDAH. Donc on parle de neuroatypie, mais on peut aussi parler de troubles neurodéveloppemental. Ça veut dire qu'en gros, le cerveau, de base, s'est développé de manière différente. Donc c'est pas quelque chose qui arrive comme ça au cours de la vie. C'est quelque chose qui est présent depuis toujours. Souvent, le TDAH, il va être perçu de manière différente chez les enfants que chez les adultes. On va souvent pouvoir penser aussi que du coup c'est quelque chose qui peut se dissiper justement entre l'enfance et l'âge adulte, ce qui est le cas. Il y a des personnes effectivement qui peuvent avoir beaucoup d'hyperactivité, etc. Quand ils sont enfants, et voilà, à l'âge adulte ça va se calmer un petit peu. Dans mon cas, c'est pas le cas. Voilà, ma neuroatypie, du coup, mon TDAH, ne s'est pas calmé depuis l'enfance. Ça s'est peut-être développé de manière différente, en tout cas. Mais effectivement, il va y avoir une différence entre le trouble chez l'enfant et le trouble chez l'adulte, où chez l'enfant, on va peut-être simplement penser que l'enfant est très turbulent, qu'il ne tient pas en place, qu'il n'arrive pas à se concentrer en classe, qu'il n'arrive pas à rester posé. Bon, ça peut être le cas quand même de beaucoup d'enfants, donc c'est pour ça que pour moi, j'insiste vraiment sur le fait de l'importance du diagnostic par un professionnel, parce que il faut voir en fait quelle place ça prend dans la vie. Et je sais qu'il y a des enfants, enfin moi je sais que je faisais partie de ces enfants pour qui c'était compliqué à l'école parce que j'avais du mal à me concentrer, toute une journée à l'école à écouter un prof et à intégrer des informations. Pour moi, c'était mission impossible. J'avais du mal à rester en place et j'étais souvent dans ma tête. C'est-à-dire, et ça, c'est même encore, j'ai relu mes remarques de bulletin scolaire il n'y a pas très longtemps quand je les ai retrouvées. Dans la lune, enfin voilà, j'étais tout le temps dans ma tête en fait, j'étais là mais j'étais pas là en fait. C'était souvent traduit comme ça. Donc pas dans le sens où j'étais sur ma table à bouger dans tous les sens, mais où vraiment je décrochais. En fait, je peux rester concentrée pendant un certain temps, mais au bout d'un moment, je décroche et là, on m'a perdu. Entre guillemets, c'est un peu ça. Donc ça peut donner un peu une image de elle s'en fout, elle suit pas, ça l'intéresse pas, ou etc. Mais en fait, c'est pas une question de volonté. C'est vraiment une incapacité concrète à rester concentrée sur des choses. Et ça, c'est quelque chose qui me suit toujours aujourd'hui. J'ai beaucoup de mal à rester concentrée quand j'ai des journées de formation ou ce genre de choses. Pendant toute la journée, c'est quasiment impossible. Je vais réussir à être concentrée le matin pendant 1 heure. Et après, ça commence à devenir compliqué en fin de matinée. Et l'après-midi, voilà, c'est mort. Donc déjà, c'est quelque chose qui est vraiment pas évidente. Qui est vraiment pas évidente en fait parce que ça a plein de conséquences derrière et c'est de ça que j'ai envie de parler aujourd'hui. C'est vraiment ok, le TDAH globalement c'est un peu ça, mais quelles conséquences ça a vraiment derrière dans la vie au quotidien. Ça va avoir effectivement un impact sur forcément la capacité d'attention, mais ça a aussi un énorme impact sur la gestion des émotions. Je sais que depuis toujours, j'ai eu beaucoup de mal à gérer mes émotions et même encore à l'âge adulte.
Donc on peut penser aussi... Enfin, moi, en vrai, avant de vraiment me concentrer sur ça et d'aller voir un professionnel qui m'a accompagnée, j'ai pensé plein de choses de moi. En fait, je pensais que j'étais hypersensible, je pensais que j'étais dépressive, ouais, je pensais que j'étais dépressive. Je pensais que enfin voilà, je partais dans tous les sens, que j'avais plein de... En gros, j'ai toujours eu ce sentiment de je suis pas normale. Il y a un truc qui va pas. Je sais que je fonctionne pas de la même manière que d'autres personnes et il y a un problème et j'arrive pas à savoir pourquoi. Et je ne savais pas que c'était lié à ce trouble-là, en fait. C'est vraiment en ayant consulté un psychiatre spécialisé l'année dernière, donc c'est très récent, où j'ai vraiment repris un peu les bases de tout ça, où j'ai exprimé un petit peu comment je vivais au quotidien, quelles étaient mes difficultés, que je me suis rendu compte qu'en fait c'était lié à ça. Alors qu'en fait à la base, comme on me l'a pas expliqué correctement, je pensais juste que c'était un trouble. Voilà, j'étais quelqu'un qui avait du mal à se concentrer et qui avait une tendance à l'hyperactivité, mais je me rendais pas compte des impacts que ça pouvait avoir sur plein d'autres aspects de ma vie. Et donc c'est pour ça que je parlais des différences entre le diagnostic chez l'enfant et chez l'adulte, parce que chez l'adulte, les signes ils vont peut-être être un peu plus subtils. On va avoir effectivement de la désorganisation, beaucoup de fatigue mentale, et ce sentiment, comme je disais, d'être différent en fait, de vraiment de se dire ok, mais là je fonctionne pas de la même manière que les autres et c'est hyper difficile à vivre en fait. Et le fait de dire je suis fatiguée, je pense que c'est une phrase que je dis très très souvent, mais je suis pas fatiguée physiquement forcément ou j'ai juste envie d'aller me coucher. C'est juste que je me sens souvent usée émotionnellement. Parce que le fait de m'adapter et de coller un système classique comme par exemple dans le monde du travail, c'est vraiment là que ça va se traduire le plus violemment en fait pour moi. C'est que je dois coller à un cadre, donc être concentrée, je vais surtout parler parce que moi j'ai toujours eu un boulot de bureau. Donc je vais devoir rester concentrée de 9h à 18h tous les jours, toute la journée, à faire certaines tâches. Et ça, pour moi, c'est extrêmement difficile, c'est extrêmement énergivore, parce que vraiment, ça me demande un effort considérable, beaucoup plus qu'une personne neurotypique, qui peut aussi avoir des phases de déconcentration dans la journée ou de fatigue, ce qui est totalement humain et normal. Mais moi, en fait, ça va vraiment me demander un effort presque surhumain de suradaptation, et donc, ça me crée énormément de fatigue mentale. Ça me prend énormément d'énergie. Et du coup, c'est dans ces moments-là où je vais vraiment voir que c'est extrêmement difficile. Donc voilà, en fait, en gros, le TDAH, c'est pas juste être un peu distrait, c'est vraiment avoir le cerveau en mode zapping. Je passe d'un truc à un autre, je suis en train de faire quelque chose, je vais avoir une idée qui arrive, je vais me dire, ah tiens, j'ai oublié ça, je vais aller le faire, je vais me lever, je vais faire autre chose, je vais oublier ce que j'étais en train de faire, je vais revenir, je vais repenser à autre chose, et c'est incessant. En fait, c'est tout le temps comme ça. C'est vraiment avoir du mal à rester canalisé sur un truc. Et à l'inverse, c'est pour ça que vous allez trouver qu'il y a peut-être beaucoup de contradictions là-dedans. Parfois, en fait, les TDAH peuvent avoir une hyper concentration, un hyper focus sur une chose, et du coup, en oublier le reste du monde. Enfin, par exemple, là, je suis en train de vous faire cet épisode de podcast. Donc je suis hyper focus sur ça, mais du coup j'oublie complètement le temps qui passe. C'est pour ça que souvent je dis les épisodes ils vont être un peu longs parce que je suis tellement à fond dans mon truc que du coup j'en oublie tout le reste, j'oublie le temps qui passe. Si j'ai un rendez-vous juste après, je vais pas faire gaffe et je vais être tellement hyper focus sur mon truc que je vais en oublier le reste. Donc en fait c'est des phases. Il y a des moments où il y a une incapacité à rester focus sur un truc. Et il y a d'autres moments où justement il y a cette hyper focus où on va être vraiment concentré sur un seul truc et on va pas avoir la capacité de faire plusieurs choses en même temps. Moi je sais que je fais partie de ces gens qui ont beaucoup de mal, en tout cas je ne vais pas réussir à faire plusieurs choses en même temps qui demandent de la concentration, alors qu'il y a des personnes qui y arrivent. Moi c'est pas le cas. En fait je ne peux pas faire plusieurs choses en même temps. Si maintenant je suis en train d'écrire un message par exemple sur mon téléphone, je vais pas réussir à écouter une personne qui est en train de me parler par exemple. Dans le TDAH, il y a aussi cette espèce d'effet machine à laver mentale. En gros, vous voyez le tambour d'une machine à laver qui tourne, qui tourne, qui tourne. Mais en gros, moi j'ai l'impression que mon cerveau, c'est un peu ça. C'est des pensées non-stop.
Mais vraiment, je peux être en train de faire quelque chose et je vais avoir énormément de pensées intrusives tout le temps. Donc ça, c'est aussi extrêmement fatigant. Des moments où je devrais être en capacité de déconnecter, de me poser, bah, j'y arrive pas. En fait, mon cerveau ne s'arrête absolument jamais. Et ça, c'est vraiment, en fait, ma psychiatre m'expliquait ça il y a peu de temps. C'est une zone dans le cerveau qui est morte, littéralement, ça peut se vérifier. Cette zone-là qui normalement régule un petit peu cette partie-là, chez les TDAH, en fait, cette zone, elle est morte. Et du coup, il y a vraiment cet effet de pensée constante, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est usant. Franchement, c'est usant. Parce que du coup, dans ces pensées intrusives, il va y avoir une vraie difficulté à faire le tri entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Enfin, je peux avoir des choses vraiment importantes à gérer et en fait, les pensées intrusives qui n'ont pas forcément d'importance, comme, je sais pas, le bruit d'une voiture qui passe ou je vous dis vraiment des trucs bateaux, un oiseau qui se met à chanter ou ça, ce genre de choses, ça peut totalement me faire perdre du coup le fil de ce que j'étais en train de faire, alors que c'est pas quelque chose qui est important. Vous voyez, c'est vraiment avoir une difficulté à faire le tri entre les choses qui sont importantes et les choses qui ne le sont pas. Une des caractéristiques qui peut en découler aussi, c'est l'impulsivité. Et là, je parle pas forcément de l'impulsivité où on va s'énerver pour rien. C'est vraiment plus de l'impulsivité de... Par exemple, moi j'ai souvent entendu cette phrase qu'on m'a dit de tourner ma langue 7 fois dans ma bouche avant de parler. Voilà, en fait, c'est de dire des choses un peu trop vite et regretter ensuite. C'est parce qu'en fait, les TDAH n'ont pas forcément cette capacité de réfléchir posément à ce qu'ils vont dire, etc. C'est pour ça que pour moi, quand je parle de communication, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que c'est quelque chose que je travaille moi-même beaucoup, ma capacité à communiquer avec les autres. Et c'est quelque chose que j'ai quand même beaucoup travaillé avec le temps. Mais il y a quelques années en arrière, en fait, j'avais vraiment cette tendance à communiquer de manière impulsive, c'est-à-dire de dire les choses de manière très rapide sans réfléchir à ce que j'allais dire. Des fois dire des choses que je pensais pas forcément et du coup pouvoir être blessante avec les autres et regretter forcément ensuite en me disant bah non en fait finalement quand je réfléchis j'ai dit ça mais je le pensais pas vraiment, c'est pas comme ça que je voulais le dire. Donc ça peut être de l'impulsivité qui se traduise de cette manière-là. Ça peut être de l'impulsivité aussi à faire des choix rapides et parfois risqués. Voilà, faire les choses un peu sans réfléchir et dire voilà, je fais et je réfléchis pas forcément aux conséquences. Ça peut être positif, hein, parce que quand on réfléchit trop, c'est pas bon. Mais parfois, ça m'a pas forcément valu des choses positives dans ma vie d'agir comme ça. Voilà, ça peut être agir sur un coup de tête, mais du coup de manière pas du tout construite et pas du tout réfléchie et pas du tout mesuré. Et donc, pareil, il y a une balance à avoir. C'est bien de ne pas trop réfléchir. Mais des fois, cette impulsivité, elle peut amener à prendre des décisions de manière trop rapide et avoir des conséquences derrière qui ne sont pas incroyables. L'impulsivité, ça peut aussi se traduire dans la difficulté à attendre, à gérer la frustration. Je vous donne un exemple, les bouchons en voiture. Alors je sais qu'il y a des gens, ça peut parler absolument à tout le monde cet exemple. Personne aime être dans les bouchons. Moi vraiment c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à... Vraiment ça me saoule, faire la queue. Voilà, en gros attendre quand j'ai décidé de faire quelque chose. Déjà, mon impulsivité va me mener à je veux le faire ici, maintenant et tout de suite. Sauf que des fois, c'est pas possible, donc ça va me mener à devoir attendre. Et donc, ça va me créer de la frustration et je vais avoir du mal à gérer cette frustration. Je vais en arriver au point où, justement, une des caractéristiques du TDAH, ça va être une difficulté à gérer ses émotions. Donc ça peut paraître du coup ça peut faire penser à de l'hypersensibilité, alors que c'est pas forcément le cas, c'est juste une capacité, une difficulté à gérer ses émotions. Mais je parle de toutes les émotions, hein. Je veux dire je vais parler pour moi encore une fois, quand je suis triste, je suis très triste, quand je suis très contente, je suis très très contente. Tout est intense en fait. Quand je suis frustrée, j'ai beaucoup de mal à gérer la frustration et encore je dis ça maintenant avec le temps.
J'ai appris aussi à me comprendre et à gérer tout ça, donc ça va beaucoup mieux et ça se ressent beaucoup moins dans ma vie quotidienne. Mais malgré tout, c'est quelque chose qui est difficile, et en fait, dans le sens où ça va me demander plus d'énergie de gérer mes émotions qu'une personne, une neurotypique, qui va pouvoir réguler de manière automatique plus facilement les choses, alors que moi, j'ai pas ce régulateur-là, et donc ça va me demander beaucoup plus d'énergie de gérer mes émotions, en gros. Et donc, en gros, enfin, pour expliquer le TDAH, ça va être on a tous besoin d'une hormone qui s'appelle la dopamine. Et en gros, le cerveau, classiquement, chez les neurotypiques, va gérer la dopamine de manière normale, entre guillemets. Enfin, j'utilise tout le temps ce terme, mais je pense que vous aurez compris. Alors qu'en gros, chez le TDAH, la dopamine n'est pas gérée de manière normale. En fait, on va avoir des pics de dopamine très élevés, ce qui peut expliquer aussi des réactions intenses en émotion. Et à l'inverse, avoir des baisses de dopamine très fortes d'un coup, et donc qui vont se traduire justement par, encore une fois, une difficulté à gérer les émotions. Donc cette baisse de dopamine, on va avoir besoin du coup d'avoir de la dopamine assez rapidement. Et donc ce qui peut aussi mener, ce qui va mener justement aux troubles de l'attention. On va chercher en fait la dopamine, c'est le plaisir immédiat. Donc ça peut se traduire par plein d'autres troubles qui vont venir autour. Donc c'est pour ça, typiquement scroller sur les réseaux, ça c'est du plaisir immédiat. Ça peut être des troubles du comportement alimentaire aussi. Aller chercher un plaisir immédiat et intense dans la nourriture. Donc j'ai souffert aussi de troubles du comportement alimentaire, et je n'ai compris que des années après que c'était aussi lié à ce TDAH. Ça peut se traduire par... en fait, les TDAH vont être aussi souvent plus à même à faire des dépressions, parce que justement, ce sentiment de se sentir différent, d'avoir du mal à gérer ses émotions, avoir ces hausses, ces émotions intenses d'un coup, et ces émotions difficiles, négatives aussi d'un coup, c'est extrêmement difficile, et donc ça peut mener à des dépressions sévères. Aussi le sentiment de se sentir différent, de pas être normal entre guillemets, ça peut créer aussi plus de dépression. C'est pour ça quand on a un TDAH, on a plus facilement tendance à faire à passer par des dépressions assez sévères. On peut aussi avoir tendance à faire des burn-out plus facilement, parce que forcément, comme on a du mal à s'organiser, du mal à être concentré, du mal à faire les choses de manière ordonnée, on peut se sentir noyé en gros dans un verre d'eau, alors qu'une personne, une neurotypique, cette tâche-là, ça va lui paraître bon, ok, il faut la faire, et ça va. Alors qu'un TDAH, il peut y avoir la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et donc du coup, on peut se sentir noyé, comme je disais, même pas dans un verre d'eau, mais dans une goutte d'eau. Un petit truc, ça peut devenir une montagne, alors qu'à la base, ça l'est pas. Mais accumuler avec tout le reste et devoir gérer tout ça en plus, ça peut du coup mener plus facilement à faire des burn-out. Voilà. En fait, rien que dans ma manière de vous expliquer tout ça, je sens mon TDAH. Je sais pas si ça se ressent, je serais curieuse que vous me le disiez, mais j'essaye vraiment de structurer mes idées. Mais là, quand je suis en train de vous parler, j'ai 1000 trucs qui viennent dans ma tête et j'ai envie de les expliquer de manière simple, et du coup, c'est super difficile. Donc c'est pour ça, souvent, quand je fais mes podcasts et que je les ai terminés, je suis KO. Parce que ça me demande de l'énergie d'essayer de construire les choses et de m'exprimer de manière à ce que tout le monde le comprenne pour pas partir dans tous les sens. Et voilà, petite parenthèse. Chez les TDAH, il peut aussi y avoir ce rapport au temps, et ça c'est aussi quelque chose dans lequel je me retrouve énormément, c'est le maintenant ou jamais. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je dis souvent, on n'a qu'une vie, on n'a pas le temps, j'ai pas le temps. Ça, c'est quelque chose que je dis très très souvent tous les jours. C'est genre, il faut que je fasse les trucs maintenant, plus tard, on n'aura pas le temps. Enfin, voilà, c'est vraiment ce rapport au temps de devoir tout faire maintenant, vite, et donc forcément qui crée encore plus de charge mentale, et donc qui peut créer des burn-out, qui peut créer vraiment cette capacité, ce sentiment d'être débordé. Et donc, comme on s'éparpille, des oublis fréquents, des retards. Moi, franchement,
le rapport au temps, par exemple, quand j'ai un rendez-vous, dans ma tête, c'est, je sais pas, je peux être, avoir un rendez-vous dans une demi-heure, être encore chez moi en pyjama, penser que je vais avoir le temps de me doucher, de me préparer, d'aller à mon rendez-vous, parce que je me rends pas compte du temps qui passe. J'ai vraiment ce truc de... Je sais pas s'il y a des personnes TDAH qui m'écoutent et qui se retrouvent dans ce que je dis, mais c'est pour ça, du coup, que je suis très souvent en retard. J'ai beaucoup de mal avec la ponctualité, ça va dépendre. Il y a des choses pour lesquelles je vais être très ponctuelle, mais il y a d'autres choses où, enfin, voilà, quand je fais des soirées avec des amis ou que j'ai rendez-vous avec quelqu'un, je vais très souvent être en retard parce que j'ai vraiment juste pas du tout cette capacité de gérer mon temps et je vais avoir l'impression qu'en un quart d'heure, je suis capable de faire 1000 trucs alors que ben non, en fait. Et voilà, du coup, ça va me donner cette sensation de tout le temps courir, en fait, de jamais avoir le temps, d'être tout le temps débordée, alors qu'au final, dans ma journée, j'ai pas non plus fait des trucs de fou des fois, mais je sais que j'ai souvent ce sentiment de me sentir débordée et de courir après le temps. Et donc, du coup, je vais en revenir à ce que je disais avant, il va y avoir beaucoup de troubles associés. C'est pour ça, en fait, que je disais, le TDAH, c'est pas juste un manque d'attention et de l'hyperactivité, c'est pas juste, ah ben, j'oublie mes clés, et j'ai du mal à rester en place. Il y a vraiment plein de choses qui viennent se greffer autour. Et je sais que pour moi, d'avoir compris tout ça, ça m'a fait du bien en fait, parce que bah, je me suis rendu compte que je comprends pourquoi c'est là, en fait. Et je pense que d'avoir le diagnostic et de savoir mettre des mots sur tout ça, ça va pas forcément, ça se soigne pas le truc comme je disais, mais en tout cas ça permet, purée j'ai du mal à parler, ça permet de mettre des mots et donc de mettre en place ensuite des systèmes qui vont permettre de pallier à tout ça. Voilà, c'est la petite parenthèse. Mais en gros, le TDAH, souvent, il vient pas seul. Il peut y avoir aussi donc beaucoup d'anxiété, parce que ça peut être lié à l'échec répété. Ça, c'est quelque chose que je ressens souvent aussi, c'est en fait, de me lancer, d'avoir une envie de me lancer dans 1000 trucs parce que j'ai 1000 idées à la seconde et de ne pas aller au bout. Et donc un sentiment d'échec répété. Se mettre beaucoup la pression aussi. Il faut faire à fond, il faut faire bien, il faut faire parfaitement, il faut faire maintenant et vite. Et donc se mettre énormément de pression. Donc là-dessus, je pense que je suis la reine pour ça. Et du coup, ça crée énormément de surcharge mentale et donc forcément, ça amène beaucoup d'anxiété au quotidien. Donc comme je le disais avant aussi, ce qui peut aussi mener à des dépressions plus facilement, parce qu'on a le sentiment d'être nul, ce sentiment de se sentir rejeté parce qu'on n'est pas comme les autres, ce sentiment d'être incompris et de se dire qu'on n'est pas normal. Et donc ça peut vraiment aller beaucoup plus loin et créer des dépressions assez sévères. Je sais que dans ma vie, je suis passée par des... Alors je peux pas dire que je suis dépressive parce que pour moi, enfin, c'est même pas pour moi, c'est en gros, la dépression, c'est vraiment une maladie. Donc il y a des TDAH qui peuvent du coup avoir la dépression associée. Dans mon cas, ça a plus mené à des étapes d'état dépressif qui étaient passagères, mais par contre qui étaient assez intenses. Donc qui ont pu être vraiment très difficiles. C'est pour ça que j'insiste sur l'accompagnement par des professionnels dans ces moments-là. C'est important parce qu'en fait, les conséquences peuvent être vraiment gravissimes. Donc ça peut mener aussi à des troubles du sommeil, forcément, on a du mal à s'endormir. Moi, je sais que le soir, quand je vais me coucher, mon cerveau, lui, il n'a pas envie de s'arrêter. Donc c'est fatigant, c'est usant de trouver le sommeil. C'est vraiment ce sentiment du cerveau qui s'arrête pas, en fait. Genre, toi, tu vas te coucher, tu as envie juste de dormir parce que tu es usé. Mais ton cerveau, lui, il a dit non et il continue et il continue. Mais même pas sur des trucs très importants, hein. En fait, ça peut être vraiment des choses juste... genre, je sais pas, je vais avoir une chanson dans la tête, elle ne va pas partir et elle va se répéter, se répéter, se répéter dans ma tête et je n'arrive pas à dormir. Voilà, un exemple classique. Ça va se traduire aussi par un trouble oppositionnel avec provocation et ça, c'est souvent chez l'enfant. Ça, c'est une caractéristique. L'enfant qui dit toujours non, qui veut toujours avoir raison, qui n'est pas d'accord avec les règles qu'on lui impose. Donc ça, c'est une caractéristique qui peut vraiment En fait, chez l'enfant, on a beaucoup de mal à gérer cette partie-là. On arrive beaucoup plus facilement à la réguler à l'âge adulte, donc ça se ressent beaucoup moins chez l'adulte. Mais en tout cas, chez l'enfant, ça peut se traduire aussi comme ça.
De manière associée, comme je parlais de neuroatypie, il y a souvent des diagnostics de haut potentiel d'hypersensibilité. C'est pas toujours le cas. Alors dans mon cas, j'ai pas de diagnostic de haut potentiel ou d'hypersensibilité parce que j'ai pas creusé non plus. Mais comme je parlais, en fait, dans une neuroatypie, il peut y avoir d'autres neuroatypies associées. Le trouble du spectre autistique aussi, enfin voilà. Donc il peut y avoir des diagnostics autres. Pour l'instant, je me suis pas penchée sur ça. Je me dis déjà le TDAH c'est pas mal, mais par la suite, pourquoi pas aller plus loin et voir s'il y a d'autres, dans mon cas, si j'ai d'autres troubles associés. Mais en tout cas, c'est une possibilité. Et du coup, dans ce besoin de dopamine constant, chez le TDAH, il peut y avoir aussi plus de facilité, un terrain addictif plus présent. Donc ça peut être dans la nourriture, ça peut être une addiction aux écrans, ça peut être une addiction aux substances. Et tout ça, en fait, ça va être là pour calmer le chaos intérieur. En gros, le besoin de plaisir immédiat, rapide et constant pour calmer en gros, le bordel qui se passe à l'intérieur. Et donc, effectivement, chez les TDAH, on peut avoir... alors, je fais des généralités, bien sûr. Encore une fois, c'est pas le cas de tout le monde. Mais on peut avoir plus facilement des troubles du comportement alimentaire, des addictions du coup aux substances. Ça peut être l'alcool, ça peut être différentes drogues. Voilà, en gros, pour calmer le chaos intérieur et avoir un plaisir immédiat. Donc tout ça, vous vous doutez bien, ça peut avoir un impact sur énormément d'aspects dans la vie, notamment déjà dans les relations. Je parle pas forcément que des relations amoureuses, mais effectivement les relations amoureuses, les relations amicales. Ça peut être difficile parce qu'on peut avoir des fois des comportements qui vont pas être compris par les gens. Quand je parlais d'impulsivité tout à l'heure, effectivement, moi je sais que j'ai perdu des gens dans ma vie à cause de cet aspect-là. La tendance à partir dans tous les sens, à dire des choses trop vite avant de réfléchir. Ce sentiment aussi d'être trop ou pas assez, d'avoir ces gestions intenses d'émotions dans le up, dans le down. Du coup, pour les personnes qui nous entourent, ça peut être difficile et donc ça peut créer des difficultés dans les relations. Ça pourrait être intéressant que je fasse un épisode aussi avec une personne de mon entourage justement qui me connaît bien et qui vit avec moi et qui pourrait expliquer aussi les difficultés que ça peut avoir chez les autres, parce que moi je peux pas parler pour les autres, mais ça pourrait être intéressant, effectivement, je me dis, de faire un épisode avec une autre personne, en tout cas une personne qui vit avec une personne qui a ce trouble-là, un TDAH, et voir aussi quels sont les impacts chez l'entourage, parce qu'il y en a forcément. Comme je disais, effectivement, il peut y avoir aussi des grosses difficultés dans le professionnel, à cause de la désorganisation, le multitâche qui peut être difficile à gérer. Donc le sentiment de se sortir très très vite débordé et ce besoin de perfectionnisme constant. Et ça vraiment je pense que c'est dans mon cas une des choses qui me gâche le plus la vie. C'est ce qui a fait que je me suis lancée dans des projets, enfin justement que j'ai eu du mal beaucoup à me lancer dans des projets. Notamment le projet que je lance maintenant, que le fait d'ouvrir mon cabinet, c'est quelque chose que je veux faire depuis des années et que j'ai repoussé en fait tout le temps parce que c'était jamais assez bien, je voulais tout le temps que ce soit parfait, sauf que, spoiler alerte, c'est jamais parfait. Et il y a un moment donné, en fait, il y a que quand on se lance qu'on apprend et qu'on peut mettre en place des ajustements pour améliorer les choses, mais on peut pas tout maîtriser à l'avance. Et vraiment, ce besoin de perfectionnisme, moi, je sais qu'il m'a vraiment posé beaucoup de difficultés dans le domaine professionnel, même quand j'étais salariée, en fait, parce que je me mettais énormément de pression. Et donc, du coup, dès qu'on me faisait une remarque sur quelque chose que je pouvais potentiellement avoir mal fait, du coup, je le vivais super mal, pas dans le sens où c'est mon ego qui prenait de la place, mais juste dans le sens où je voulais tellement bien faire que je me mettais une pression beaucoup plus forte que la normale. Et c'est ce qui m'a mené d'ailleurs à un burn-out dans le passé, ça j'en ai déjà parlé. Donc voilà, pour expliquer un petit peu les troubles associés qui peuvent être liés à ça. Et donc forcément, l'estime de soi, forcément, elle est hyper fragilisée dans ces cas-là. Parce que du coup, moi je sais que je me suis souvent sentie bête.
Alors qu'au final, je sais que, bah, enfin, sans vouloir me jeter des fleurs, je pense être une personne qui est quand même intelligente, qui a des connaissances dans pas mal de domaines, qui s'intéresse à beaucoup de choses, qui est capable de faire beaucoup de choses, etc. Mais même encore aujourd'hui, j'ai ce sentiment des fois de me sentir bête parce que je ne comprends pas les choses aussi simplement que les autres. Je vais vous donner un exemple simple. Si maintenant une personne qui m'écoute est neurotypique, lit quelque chose, je sais pas, je pense maintenant, par exemple, quand j'ai fait des formations au boulot. On me donnait, bah voilà, au boulot, dans le dernier poste que j'ai eu, tiens, ben, il y a une trame à suivre pour faire une tâche. Donc, on va te donner une trame qui explique tout dans toutes les étapes à faire. Comme ça, tu pourras faire. Ok. Sauf que moi, en fait, quand je vais lire, c'est vraiment, je vais pas réussir à lire la même phrase qu'une personne neurotypique. Je vais lire, en fait, même si j'essaie, je n'arrive pas à le contrôler. C'est pour ça que je parlais, c'est vraiment pas une question de volonté. C'est que quand moi je lis quelque chose, je vais lire trop vite. Donc je peux lire la phrase 10 fois. Il y a un mot que je vais pas voir. Enfin, je sais pas si c'est clair quand je vous l'explique comme ça. Donc ça peut vraiment être... combien de fois on m'a dit ça? Mais écoute Gaëlle, tu l'as lu, c'était écrit dans le truc qu'on t'a envoyé ou dans le mail qu'on t'a fait, c'était écrit, mais sauf que moi je ne l'ai pas vu. Et j'ai eu beau avoir lire ce mail une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, je n'ai pas vu cette information, elle est passée à la trappe. Et du coup, bah, je me sens bête en fait, parce que je me dis, mais en fait, juste, je sais pas lire ou c'est comment, enfin... Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup plus de mal à... Bah, peut-être à comprendre des choses, en tout cas quand j'ai des... Je parle de cet exemple de quand j'ai été en formation au boulot. J'ai mis beaucoup plus de temps à intégrer des informations que les autres, parce que j'ai vraiment des difficultés à comprendre les choses quand je les lis. Moi, je sais que je suis une personne qui apprend beaucoup plus facilement en écrivant. Parce que quand j'écris, bah là, forcément, tous les mots que j'écris, je vais les voir. Alors que quand je lis, automatiquement, même si j'essaie de me concentrer au max, je vais sauter des informations. C'est systématique. Ou quand mon conjoint m'envoie un message pour me dire voilà, il faudrait faire ça, 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 moi je vais lire autre chose en fait. Et quand on va se voir le soir, il va me dire non, mais attends, je t'ai écrit ça. Et moi je vais dire bah non, tu m'as pas écrit ça. Je vais relire le message, je vais lui dire ah bah ouais, en fait, tu m'as écrit ça, mais moi je l'ai pas vu à ce moment-là. Donc c'est assez difficile parce qu'il y a vraiment ce sentiment de se sentir bête et voilà. Et au quotidien, bah, c'est pas évident. Donc là, je me rends compte que j'ai encore une fois énormément parlé. Donc j'espère que vous comprenez. Voilà, tout ce que j'ai voulu vous dire, c'est en gros le TDAH. Non, c'est pas juste avoir un trouble de l'attention. Ça a des conséquences, c'est un effet domino énorme. Et ça peut mener vraiment à de grandes, grandes, grandes difficultés dans la vie. Heureusement, il y a des choses qui peuvent aider. Donc comme j'en ai parlé au début, le diagnostic déjà. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de consulter directement un psychiatre spécialisé qui va vous aider justement à faire un diagnostic. Ça passe par des étapes très précises pour établir un diagnostic. Donc déjà, ça va pouvoir être de mettre un mot là-dessus. Est-ce que vous avez un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité ou pas? Après, bah, du coup, le fait d'être diagnostiqué, bah, ça va passer par la psychoéducation, c'est-à-dire bah, comprendre son fonctionnement, de me dire, ok, moi je sais que je fonctionne comme ça, c'est bien. Aujourd'hui, quelle stratégie je peux mettre en place pour vivre avec ça? Comment moi, maintenant, quel fonctionnement je peux mettre dans mon quotidien pour vivre avec ça? Ça va être aussi de pouvoir, il y a la thérapie, tout simplement, se faire accompagner par des psychologues ou votre psychiatre. Bon, généralement, le psychiatre, il va plus être là pour la partie diagnostic et la médication, parce que oui, il y a des traitements pour ça. Moi, je sais que je ne prenais pas de traitement pendant très longtemps. J'ai plus pris de traitement et là, j'ai repris mon traitement il y a quelques mois. Ça m'aide énormément, vraiment, mais ça me fait un bien fou. Je vois la différence entre les moments où je prends mon traitement et je ne le prends pas, parce que c'est pas un traitement que je suis obligée de prendre tout le temps, en fait, c'est vraiment quand je ressens le besoin. Mais je le prends assez régulièrement parce que je sens que quand je le prends pas, c'est plus difficile, tout simplement. Et en fait, le traitement va aider en tout cas pour moi, va m'aider à me focus, à être moins dissipée, à avoir plus d'énergie aussi, parce que du coup, le fait de partir dans tous les sens, je vais avoir des jours où vraiment
En fait, le TDAH, quand on parle d'hyperactivité, on peut avoir cette tendance à penser que c'est des gens qui bougent tout le temps, mais à l'opposé, ça peut amener à des phases où on est incapable de bouger. Moi, j'ai eu des phases où j'étais incapable de faire quoi que ce soit. J'étais bloquée, incapable de sortir de mon lit, de bouger de mon canapé, parce que vraiment, ça mène à une fatigue mentale qui est telle que vraiment, il y a un moment donné, on est complètement bloqué. Et le fait de prendre ma médication, du coup, m'aide à sortir de cet état-là, à arrêter de procrastiner, parce que la procrastination, c'est aussi un des gros signes du TDAH, de tout le temps repousser, ça passe aussi, comme je vous le disais, quand j'ai parlé du perfectionnisme, en fait, de toujours repousser parce que c'est pas assez bien. Du coup, le fait de prendre la médication m'aide à beaucoup moins procrastiner. En gros, ça m'aide à être beaucoup plus, je sais pas comment dire, ordonnée, entre guillemets, dans mes idées en tout cas, parce que je suis pas désordonnée dans la vie, justement. Mon TDAH m'a mené à être chez moi assez maniaque, parce que justement c'est tellement le chaos à l'intérieur de moi que j'ai besoin qu'autour de moi ce soit ordonné, parce que sinon ça peut me mener à, si c'est le bordel autour de moi, en fait ça va me donner des stimuli qui vont accentuer ce trouble de l'attention. Donc j'ai besoin que mon environnement soit rangé, en fait, voilà, ça c'est une de mes caractéristiques. Donc, mais je pourrais en parler pendant 2 heures et demie, je pense, de toutes les caractéristiques associées. Mais voilà, en gros, pour vous dire que la thérapie peut aussi beaucoup vous aider à remettre de l'ordre au-delà de la médication. Et donc la médication passera automatiquement par contre par le psychiatre et donc par le diagnostic. Mais en tout cas, je sais que personnellement, ça me fait un bien fou d'avoir la médication, et la thérapie m'aide beaucoup aussi. Et des outils concrets aussi. Vous pouvez mettre en place des outils concrets dans votre vie, genre des timers quand vous faites une tâche. Par exemple, là, j'aurais pu mettre un timer pour faire ce podcast et ne pas prendre trop de temps, chose que je n'ai pas fait. Mettre en place aussi des routines, des carnets de bord, ce genre de choses. Alors je sais que moi, j'ai essayé, mais c'est pas quelque chose qui fonctionne chez moi, donc je le fais pas. Mais je le dis pour des personnes que ça pourrait aider. Prendre des notes, faire des to-do list, ou se timer, ou mettre en place des routines très ordonnées dans le quotidien, ça peut aussi aider. Moi, je sais que j'y arrive pas, mais voilà, je sais qu'il y a des personnes qui ont un TDAH et qui fonctionnent beaucoup mieux comme ça. Et le soutien émotionnel, vraiment, ça passe par la thérapie, ou même en parler autour de vous librement. Aider vos proches à vous comprendre aussi, ça fait beaucoup de bien. Ça permet justement de sortir de ce sentiment de se sentir tout le temps différent et de se sentir inférieur, de se sentir bête. Donc je pense que le soutien émotionnel, il est vraiment primordial, en tout cas pour aider à vivre avec ce trouble-là. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là, encore une fois, sinon ça va être trop long. Mais ce que j'ai envie de dire pour finir, c'est que si tu m'écoutes et que tu as un TDAH, vraiment ton TDAH ne te définit pas. Tu n'es pas que ce TDAH. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent je suis TDAH. J'aime pas cette définition parce que ce TDAH ne nous définit pas. Je ne suis pas identitairement TDAH. J'ai un TDAH, j'ai un trouble, mais ce trouble-là ne me définit pas. Et voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie de te dire pour finir, c'est que ce TDAH ne te définit pas, ça ne fait pas ton identité, c'est juste un trouble qui fait partie de toi, mais que tu peux gérer. Il y a plein de choses qui existent, dont j'ai parlé, qui peuvent t'aider. Mais juste, le fait d'avoir un diagnostic, en tout cas, permet de comprendre comment tu fonctionnes. Et ça, c'est déjà reprendre le pouvoir, parce que de mettre des mots sur son fonctionnement et de comprendre pourquoi on fonctionne d'une telle manière, ça permet déjà de se poser moins de questions et de vraiment mettre de mettre en place des choses très concrètes pour aider à mieux fonctionner. Voilà. J'ai envie de rappeler aussi que c'est un trouble réel, qui n'est pas forcément visible, mais profondément humain. Et que c'est pas juste, oui, parce que j'ai du mal à me concentrer et que j'aime bien scroller sur mon téléphone, que j'ai un TDAH. Il y a vraiment une nuance entre avoir un peu d'inattention dans sa vie et avoir un réel trouble. Donc voilà, c'est ce que je voulais repréciser. Et voilà, si tu te reconnais là-dedans, en tout cas, sache que tu n'es pas seul, tu n'es surtout pas fou ou folle, et tu n'es pas paresseux. Vraiment, tu penses juste différemment, tu fonctionnes d'une manière différente et c'est totalement ok. Mais vraiment, fais-toi aider. Fais-toi aider si c'est ton cas, parce que vraiment ça peut énormément t'aider dans plein d'aspects de ta vie, que ce soit professionnel, relationnel, personnel.
Et du coup, bah, c'est merveilleux qu'aujourd'hui on ait quand même des médecins qui ont la capacité de nous aider là-dedans. Il y a des personnes qui ont la capacité de nous accompagner, de nous écouter, de nous aider en fait là-dedans. Il y a de la médication, comme je disais, qui existe aussi, qui aide énormément. Il y a plein de choses qui existent, donc je pense que c'est important de s'en servir. Donc voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment senti aujourd'hui, comme je vous l'ai dit au début de l'épisode, que je suis fatiguée. Et donc, dans ces moments-là, bah, c'est encore plus dur de me structurer et de parler de manière simple, claire et concise. Et je pense que vous l'aurez entendu. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, enfin, dans tous les cas, mes épisodes ne sont jamais préparés. Je laisse divaguer un petit peu mes pensées là où elles ont envie d'aller. Et, euh, et des fois, c'est un peu long. Donc, mais voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. Mais j'espère que ça vous a peut-être appris des choses, que ça vous a aidé à comprendre des choses. Peut-être que ça vous a aidé à vous dire que, ok, vous vous retrouvez dans beaucoup de choses et peut-être que vous allez vous faire accompagner et diagnostiquer. Ça pourrait, je sais pas, peut-être débloquer des choses. Et aussi, si vous vivez avec une personne dans votre entourage bah, qui souffre de ce trouble-là, bah, peut-être que ça vous a aidé un peu à mieux comprendre, j'espère en tout cas. Donc, bah, si c'est le cas, j'ai hâte d'avoir vos retours. Bah, comme toujours, hein, je répète à chaque épisode, mais je suis très très contente d'avoir des échanges avec vous après les épisodes, quand vous venez me parler sur Instagram. Donc, je serais très curieuse d'avoir votre avis, de voir si ça vous a aidé cet épisode-là, sur ce sujet-là en tout cas. Et s'il y a des choses que j'ai pas abordées, peut-être je pourrais faire un épisode 2, ou comme je disais, faire un épisode avec une personne qui vit avec quelqu'un qui a ce trouble. Ça pourrait aussi être intéressant. Enfin voilà, j'ai hâte d'avoir vos retours en tout cas. Et encore une fois, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. J'espère encore une fois que ça vous a plu et je vous embrasse très très fort et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous embrasse.